vœux de l'année 2025 à nos téléspectateurs de Global Africa Télé-Sud. En entretien du jour aujourd'hui, je reçois, en ce premier jour de l'an justement, Maître Saïd Larifou, qui est ancien avocat de Ousmane Sonko, président du parti Ridja, PACTEF. Et il est également ancien candidat à l'élection présidentielle aux Comores, et 2 fois au 2e tour, quand même chapeau bas, à l'élection présidentielle. Alors aujourd'hui, nous allons aborder bien entendu ce qui s'est passé aux Comores et aux Mayotte, la tempête qui a balayé vos côtes et qui a causé des dégâts. Mais du point de vue de l'Hexagone aussi, il y a eu des discours, et le discours de Macron sur place qui n'ont pas plu aux Mayotte. À propos de vos compatriotes comoriens justement, comment les analysez-vous? Merci de m'avoir fait cet honneur d'être sur votre plateau aujourd'hui. C'est moi. Permettez-moi, avant toute autre chose, de vous souhaiter une année pleine de bonheur et de santé et puis de prospérité. Merci. Plein de succès pour vous. Idem. Et vos téléspectateurs également. Et collègues. Voilà, et vos collègues, toute l'équipe de Télé-Sud. Bon, d'abord, avant d'émettre mes observations sur ce qui s'est passé à Mayotte, sur l'ensemble de l'archipel des Comores, et à Mayotte tout particulièrement, j'exprime une nouvelle fois, et vous me donnez l'occasion de le faire, mon sentiment de compassion que j'ai eu l'occasion d'exprimer lorsque je me trouvais dans la zone, puisque j'étais à Mayotte jusqu'à la veille du cyclone, et j'étais à La Réunion lorsque le cyclone a dévasté l'archipel et l'île de Mayotte en particulier. J'ai eu à intervenir sur les ondes sur place pour demander à la mobilisation des pays de la zone, de l'océan Indien, pour demander à ce que les forces vives de l'océan Indien viennent au secours aux habitants de Mayotte. Je tiens quand même à féliciter et à remercier d'abord les élus de l'île de la Réunion, toutes les communes de l'île de la Réunion et les collectivités de l'île de la Réunion s'étaient mobilisées comme un seul homme pour venir en aide à Mayotte. Bon, ils l'ont fait puisqu'ils sont sous l'administration française, mais ils pouvaient aussi faire preuve d'indifférence. Donc il y a eu une solidarité que je qualifie indo-océanique qui s'est exprimée, qui était spontanée. Et puis il y a eu aussi une solidarité qui s'est exprimée sur les autres îles de l'archipel des Comores, modeste au regard de la situation sociale et économique difficile des 3 autres îles indépendantes de l'archipel des Comores, mais il y a eu quand même une solidarité qui s'est exprimée également. Mais en tout cas, il y a eu preuve de fraternité, de solidarité, et je pense que c'est réconfortant pour l'avenir. Et puis, il faut aussi saluer et rendre hommage aux forces de l'ordre, aux pompiers, aux militaires qui s'étaient mobilisés massivement pour venir en aide aux victimes de ce cyclone. Il y a eu même des Oui, morts. mais il y a l'autre revers, c'est-à-dire le discours politique qui s'en est suivi. Bon, heureusement qu'il n'y a pas que le discours politique, et c'est pour cette raison que je m'attarde sur ce qui est positif. D'abord, ce qui est positif, c'est cet élan humain, cet élan humanitaire, et puis ce professionnalisme, les professionnels, notamment les pompiers, les militaires, qui ont fait preuve de résilience, qui ont fait preuve de disponibilité pour aider les Mahorais. On n'a pas eu l'occasion, les médias n'ont pas eu l'occasion de les mettre en exergue, alors que c'est eux qui étaient en contact avec les réalités. Et puis il y a eu le discours politique. Oui, mais sachez que les médias se moquent pas mal du train à l'heure. Voilà. Donc, et puis, bon, il y a eu c'est le discours... l'autre, ce que les gens ne voient pas, qui nous intéresse justement. C'est pour cela que ce discours-là a eu un retentissement, notamment du ministre de l'Intérieur. Voilà, nous, on est originaire de l'archipel des Comores. On est habitué à ce genre de discours très, très politiciens, et ces discours des circonstances, ces discours tenus par les hommes de passage, et qui sont complètement détachés des réalités historiques, culturelles, sociales de cet archipel, qui, depuis décennies et des décennies, en tout cas s'agissant des Comores, depuis 50 ans,
ils reproduisent les mêmes discours, clientélisme, le même discours sécuritaire, les mêmes discours électoralistes pour justement essayer de favoriser ces discours séparatistes qui nient complètement les réalités sociales, culturelles, religieuses de ces territoires. Moi, je ne parle pas. Mais une fois qu'il y a eu séparation, il faudrait que les Comoriens arrivent modérément quand même au Mayotte. Ou bien c'est une histoire culturelle, sociale, qui n'a pas de frontières, qui ne reconnaît pas les frontières. Vous savez, si vous voulez bâtir une société en niant ses fondements, n'est-ce pas, qui reposent sur l'histoire, qui reposent sur des paramètres liés aussi à sa religion, à sa culture, à son contexte social, vous ferez des schémas, mais des schémas qui détruisent au lieu des schémas qui construisent. Toute construction des sociétés humaines doit prendre en considération l'histoire. Est-ce qu'on peut dire, du fait qu'il a été hué, le discours de Macron aussi avait été en décalage avec ces réalités-là? Il n'y a pas que les discours de Macron. Il y a d'autres discours également qui ont été en décalage, mais la présence du président Macron sur place, il s'agit des citoyens qui ont les yeux dans les yeux, oser dire au président de la République ce que des milliers de gens pensent. Vous voyez ce qui s'est passé à Mayotte, c'est la traduction du pourcentage des voix qu'obtient sur place à Mayotte Madame Le Pen et son parti. Comme sur beaucoup d'îles françaises, des outre-mer français d'ailleurs. Voilà. Bon, donc, de arriver à tenir tête et puis à dire certaines réalités, le président ne s'attendait pas, vous voyez, à être confronté à ces réalités. Vous voyez, vous ne pouvez pas être à 10 000 km de Mayotte, pondre des lois, des textes, sans prendre en considération cela. C'est une partie des réalités maoraises. Et puis, l'aide humanitaire annoncée n'est pas arrivée au moment annoncé, ni en même temps que Macron en plus, ce qui a dû exacerber la colère des populations, non? Vous savez, Mayotte est située à 10 000 km de l'Hexagone. Et acheminer à partir de l'Hexagone des aides, des renforts humanitaires, ça peut prendre effectivement beaucoup de temps. Les logistiques sont extrêmement complexes et lourdes. Il s'agit d'une catastrophe naturelle. Il y a des choses qu'on peut prévoir, mais il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir non plus. Heureusement qu'il y a le département de l'île de la Réunion qui est juste à côté, qui est à 1h30 de vol de Mayotte, et qu'à partir de la Réunion, heureusement qu'à partir de la Réunion, la France a pu déployer, il ne faut quand même pas sous-estimer, a su quand même déployer des moyens colossaux pour venir en aide à ceux qui étaient sur place à Mayotte. Il faut, à mon avis, relativiser certaines choses. Puisque donc, nous voyons des cyclones, nous voyons des catastrophes qui frappent le continent africain, certaines régions d'Afrique. Et les moyens de secours et de soutien prennent des mois et des mois et des mois avant d'arriver. Donc c'est l'occasion pour Global Télésud qui a ouvert un don pour les populations de Mayotte de souhaiter que les restes des jours de cette année nouvelle soient plus propices aux populations. Oui, donc, mais il n'en demeure pas moins que je prends peut-être 2 secondes pour dire que j'approuve pas effectivement le ton et le discours du président Macron qui n'a pas su... Là, on a fait appel à don des populations, des anonymes, c'est pas politique. Voilà, bon, donc qui n'a pas su se retenir parce qu'il ne s'attendait pas à cette réaction. Si vous ne faisiez pas partie de la France, ça serait beaucoup plus... Bon, c'est un discours malheureux. Rien ne pouvait justifier la tenue de cette déclaration, même si effectivement le contexte social est extrêmement tendu et très très difficile, et j'en suis témoin, heureusement. Mais voilà, bon, je tenais aussi à souligner... Oui, il faut qu'on aille un peu vite, on a déjà épuisé près de la moitié du temps, il faut qu'on y aille très vite, on a d'autres sujets à aborder. Il y a eu, quelques jours après, le discours
de votre président qui a montré les Comores comme une archipel démocratique, un pays, disons pays, parce que c'est une république aussi, démocratique. Est-ce que c'est votre avis d'opposant? Non, non. Ce n'est pas mon avis, mais pas forcément l'avis de l'opposant. C'est l'avis qui est partagé par une écrasante majorité des Comoriens. Il suffit de prendre le micro, le tendre à des Comoriens, pas seulement ceux qui sont dans la diaspora, mais même ceux qui sont sur place. Ils verront que les Comores est une république. Vous avez raison de le dire. Et c'est un combat acharné qui a été mené par des générations de Comoriens. Hélas, Azali Assoumani a une volonté qui est affichée. Ce n'est même pas une volonté, a une décision qui est déjà prise, c'est d'installer une monarchie aux Comores. Puisqu'il veut, et c'est sa volonté, et c'est sa décision, toute la stratégie. Mais on dit également que les peuples ou les opposants méritent bien les dirigeants qu'ils ont à leur tête, non? Non, pas forcément, puisque vous savez, nous, on appartient à un archipel qui est très isolé par rapport aux mouvements qui s'opèrent sur le continent. Donc, on a quelquefois de retard lié à notre histoire, lié aussi aux difficultés que nous rencontrons en ce moment. Mais le peuple comorien, c'est un peuple qui est très attaché à la démocratie, qui est très attaché à l'état de droit, n'est pas heureux et n'est pas du tout d'accord de voir notre pays, une république qui repose sur des institutions constitutionnelles, être transformée en monarchie. Azali a pris la décision d'installer son fils comme étant son héritier politique. Il l'a nommé secrétaire général du gouvernement et a transféré par décret toutes les attributions présidentielles au profit de son fils. Et là, il entend en faire un député. Il attend le nommer député pour en faire le président de l'Assemblée nationale et modifier la Constitution afin de le permettre de le succéder. Et ça, les Comoriens ne sont pas d'accord et les Comoriens ne le méritent pas non plus. Nous sommes, heureusement que nous avons la possibilité d'accéder à des chaînes comme la vôtre pour venir parler au monde entier ce qu'Azali est en train de faire subir aux Comoriens. Et ça, nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes rentrés en zone de turbulence politique comorienne, en rébellion contre Azali. Et nous le disons fermement, nous sommes en rébellion, nous sommes en révolte, en résistance. Mais il arrive quand même à gagner les élections. Il n'y a jamais eu d'élection aux Comores depuis qu'Azali est revenu au pouvoir. Il y a eu des mascarades électorales appuyées et soutenues par les institutions internationales, que ce soit l'Union africaine, auquel il était le président, on ne sait même pas par quel biais il est devenu président de l'Union africaine, il ne l'est plus heureusement, mais en tout cas il a laissé une très mauvaise image. Par l'ONU également, et puis des pays comme la France, comme l'Union européenne ont encouragé l'opposition comorienne à se présenter à des élections, comme quoi il y aura des garanties. Il n'y en a jamais eu, au contraire. Quelle garantie aurez-vous voulu avoir? Ils garantissent que ça s'est bien passé, que l'encre était indélébile, que ça s'est passé en temps et en heure, les urnes étaient bien scellées. Et non, il n'y a pas eu d'urnes, les urnes n'ont jamais été scellées. Les urnes ont été ramassées par les militaires, ont été cachetées, ont été signées bien avant. Il y a eu des procès-verbaux complètement bidons. L'Union européenne, les Américains, l'Afrique du Sud et d'autres instances également ont condamné ces élections en disant qu'ils veulent comprendre comment se fait-il que le décomptage, les décomptes est complètement décalé et différent par rapport aux réalités. Donc n'eût été ce braquage des urnes, vous seriez déjà président aux Comores, Saïd? Je n'étais pas candidat aux dernières élections, puisque je savais que c'était une mascarade. J'avais appelé les Américains qui avaient mobilisé 800 000 $, effectivement, et j'avais mobilisé l'Union européenne et d'autres instances également pour dire qu'ils sont en train d'encourager un coup d'État électoral. Je le savais que ça allait être une mascarade et je ne me suis pas présenté. Mais quand vous ne vous présentez pas, oui. la politique du siège vide, est-ce que ça ne profite pas à celui qui va voler? Parce que vous, derrière, vous auriez pu, par exemple, continuer votre bataille juridique, votre bataille médiatique et aussi commencer votre campagne pendant de nombreuses années. Ça aurait été aussi l'occasion comment on appelle ça, d'encourager, voire même de crédibiliser, de donner crédit à une mascarade électorale à ciel ouvert.
Non, je ne voulais pas. Oui, et je ne suis pas le seul. Qu'est-ce qui décrédibilise aujourd'hui le pouvoir d'Assoumani? Mais le pouvoir d'Assoumani est discrédité par le peuple comorien, qui ne le donne aucun crédit. Vous savez, chez nous... Oui, mais généralement, quand les peuples ne sont pas d'accord, on sait comment ils se comportent. Mais... nous allons nous comporter, effectivement, de façon à pouvoir tenir tête à Azali pour dire non à cette mascarade successive et non à la transformation de la République des Comores à une monarchie azalienne. Donc, ça sera l'occasion de faire une transition pour décrypter d'autres discours sur le continent, cette fois, pas sur l'archipel comorien. Nous allons un peu voir le contenu du discours, une phrase phare de Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, qui a dit que les forces, cette année, il va s'assurer que les forces militaires, qu'il n'y ait plus que les forces françaises, les forces militaires françaises, les bases militaires françaises seront toutes fermées. Alors qu'il est entouré quand même de pays à fort taux de terrorisme. Et son pays a d'ailleurs connu en 2015, je crois, l'attaque de Grand Bassam. Croyez-vous que ce désengagement à ce moment-là de l'armée française, qui aurait pu participer au renseignement et autres, était le moment? Bon, moi, je trouve ça regrettable qu'en 2025, que le débat lié à la souveraineté africaine continue à mobiliser l'intelligence politique africaine et les forces vives africaines. On est quand même en 2025. Mais en 2025, l'Allemagne a une force, a plusieurs bases militaires sur son territoire. On a les Américains, les Anglais, les Français qui sont là-bas. Est-ce que ça remet en cause la souveraineté allemande? Bon, moi, je ne parle pas de l'Allemagne, moi, je parle de l'Afrique. Oui, mais si on fait des comparaisons, est-ce que... Justement, c'est ça l'erreur que nous, les Africains, on a tendance à commettre, c'est de vouloir nous comparer avec les autres et ce qui se passe ailleurs. Moi, je suis panafricaniste. Ouais, en costume, cravate quand même, comme les autres. Oui, oui, bon, il m'arrive de le porter, effectivement. Et je pense que nous avons aujourd'hui les moyens de raisonner en africain. Nous avons les moyens aujourd'hui de pouvoir définir des schémas compatibles, en tout cas, qui correspondent aux aspirations de notre peuple. Je trouve ça regrettable qu'on arrive seulement en 2025 pour dire que nous voulons être vraiment souverains, oui, mais détachés. Sauf que dans le cadre des derniers pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Tchad, c'était une programmation depuis 2022 de Macron, pas une décision venue du continent. Ce qui est encore, je pense que vous trouverez encore beaucoup plus regrettable, mais qu'il ait fallu que Macron déclenche Bokel pour lui dire de lui faire un rapport du désengagement militaire français dans ces pays-là. Et ça permet le glissement pour aller au Sénégal, où le président je ne sais pas sur cet aspect qui manipule qui. Oui. Voilà, je ne sais pas qui manipule qui sur cet aspect. Oui, mais c'est clair que c'est depuis 2022 que Bokel est là justement pour étudier la manière de faire partir progressivement les forces militaires françaises. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais j'ai le droit de me poser la question pour savoir comment se fait-il que ces retraits voulus, en tout cas exprimés par le Tchad, et par le Sénégal aujourd'hui, et puis par le Mali hier, et puis le Niger, et puis le Burkina Faso, semblent être vécus comme étant un rejet. Oui, mais vous savez qu'au Mali, en septembre 2021, le Premier ministre de l'époque avait dit que la France nous a lâchés en plein vol. Parce que la position française, c'était que si Wagner est là, nous partons. Oui, mais ça, c'est dans un contexte. Voilà. C'est dans un contexte. Voilà. Et donc, c'est parti du Mali, les autres ont emboîté le pas. Mais là, le Sénégal aussi, le président Diomaye Faye a dit qu'il va s'assurer, y compris par les textes, qu'il n'y aura plus aucune force extérieure, étrangère, sur le sol sénégalais. Pensez-vous que ça sera pour des opérations, ce sera une absoluté ou il pourra quand même en recevoir en cas de, on ne le souhaite pas, et ponctuellement? Bon, vous savez, c'est un sujet très complexe. Chaque territoire africain définit ses décisions en fonction de son contexte tout à fait particulier, contexte sécuritaire, et puis sa volonté d'aller de l'avant, d'être pleinement souveraine.
Mais moi, ce que je peux dire par rapport à ces mouvements de changement, ce mouvement de départ, cette souhait, cette aspiration partagée par tout le peuple d'Afrique de devenir davantage souveraine et pleinement souveraine, c'est quelque chose d'extrêmement profond, vous voyez, qui est exprimé avec conviction par tous les peuples d'Afrique. L'Afrique souhaiterait et souhaite devenir pleinement indépendante. Quid de nos armées? Voilà. Quid de nos armées, pays par pays, à part l'Afrique du Sud, le Nigeria en nombre et l'Algérie, qui sont des armées à peu près conséquentes, qui sont vraiment des armées. Vous pensez que chaque pays pourra se protéger comme ça et qu'on y arrivera? C'est tout à fait possible. Il revient à nos dirigeants, soutenus par les forces vives africaines, les sociétés civiles et les corps intermédiaires, de pousser les organisations africaines, l'Union africaine, puisqu'il faut que ces organisations jouent pleinement leur rôle. Et les organisations régionales. Régionales également. Voilà, ça nous pousse à changer de région pour aller maintenant au Cameroun, où à 92 ans, Biya promet de bons moments encore à ses compatriotes, sous-entendu. Je pense que tout le monde l'a compris, comme moi, qu'il sera encore candidat. Qu'est-ce que vous pensez de cette longévité au pouvoir? Et quand on parle de souveraineté également, hein, ça participe de tout cela. Est-ce que c'est la souveraineté qui veut que les peuples acceptent ou qu'un président décide d'être à vie au pouvoir? Bon, Monsieur le président Paul Biya est libre de prendre sa décision, en tout cas celle qui lui convienne, qui lui... Et qui va avec sa constitution. Oui, mais le peuple souverain du Cameroun est aussi libre, vous voyez, de se déterminer par rapport à cette décision de M. Paul Biya, puisque le Cameroun appartient aux Camerounais et non pas à M. Paul Biya. Vous voyez, il prend sa décision de vouloir se présenter aux élections, ça c'est sa décision. Mais les Camerounais, dans leur ensemble, ont aussi la liberté de dire non. Et cette liberté appartient qu'aux Camerounais. Moi, je tiens quand même à souligner qu'en Afrique, le Cameroun est l'un des pays qui dispose des ressources humaines exceptionnelles. Exceptionnelles. On le voit, les Camerounais briller partout dans le monde, dans tous les domaines, vous voyez. Et voir Monsieur le président Paul Biya, à 92 ans, après des décennies au pouvoir, revenir également avec force et conviction. Il est arrivé à 50 ans, il en a 92. Voilà, et dire comme quoi il va être encore candidat alors que le pays a des moyens, des ressources humaines exceptionnelles, des viviers d'hommes bien formés. Et on le voit partout, briller partout dans le monde. Moi, je crois que beaucoup de chefs d'État se reconnaîtront dans vos propos. Trouve que c'est un gâchis. Et ça nous permet, c'est un gâchis pour l'Afrique et le Cameroun en particulier, de ne pas pouvoir donner la possibilité à ces hommes d'exception de faire évoluer Voilà, pour les quelques minutes qui nous restent, nous allons revenir en Afrique de l'Ouest, cette fois pour parler des juntes autoproclamés généraux. Doumbia et Assimi Goïta n'ont pas parlé d'élections. En tout cas, Assimi Goïta, dans son discours, n'a pas parlé de la date des élections, alors que depuis le 26 mars 2002, la programmation électorale qui s'était faite, qu'il avait promis aux Maliens, n'a pas eu lieu. Et à côté de lui, Doumbia, c'est ce 31 décembre que finissait le temps de transition qui s'était accordé. Et là, il parle maintenant d'un référendum à mettre en place. Est-ce que vous avez les généraux qui vous conviennent ou est-ce qu'il faut revoir leur stratégie autrement? Non, il faut revoir les stratégies autrement parce que les mêmes causes peuvent produire les mêmes conséquences et les mêmes effets. Vous voyez, ces militaires sont arrivés au pouvoir dans un contexte où les pouvoirs qui étaient en place avaient mis la main sur les valeurs de démocratie, de liberté, et surtout le peuple de ces pays n'avait pas confiance aux politiques qui étaient en place, il n'y avait pas d'espoir, il n'y avait pas des perspectives qui étaient tout à fait claires, et le peuple appelait à des changements radicaux. Bon, donc tout changement doit reposer sur des fondamentaux, sur des valeurs. Bon, donc il faut qu'effectivement, lorsqu'on veut faire évoluer une société,
lorsqu'on veut surtout des vrais changements, il faut que ces changements se fassent avec l'assentiment des peuples concernés. On voit beaucoup de choses qui se passent en 4 Guinée. ans, bientôt 5 ans pour le Mali, transition, et plus de 2 ans pour la Guinée. Est-ce que... La Guinée et le Mali, ce n'est pas la même chose, vous voyez. La oui. Guinée, la Guinée a eu un peu plus d'autonomie? Non, mais je veux dire que la Guinée n'est pas exposée au djihadisme, au terrorisme. Au djihadisme qu'est le Mali. Oui. Je pense que si vous posez la question aux Maliens, vous voyez, pas nous qui sommes complètement à côté, mais lorsque vous posez la question aux Maliens, quelle est la priorité des Maliens? Aujourd'hui, la priorité des Maliens, c'est de combattre les indépendantistes. Vous avez vu le discours du ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, que de combattre, par exemple, le terrorisme. On a 200 localités au centre du pays. Non, mais moi je pense que la préoccupation... Où l'administration malienne ne peut pas mettre pied. La priorité des Maliens, depuis 2020 jusqu'à maintenant, c'est l'insécurité, la lutte contre le djihadisme. C'est une préoccupation de tous les Maliens, sans exception. Vous voyez? Et ça, ce problème djihadiste empoisonne ce pays. Ce pays a du mal à trouver la voie, le chemin de développement. Mais qu'est-ce qu'il faut on arrive à la fin de l'émission. Quelles sont les perspectives que vous souhaitez, tant pour le Mali que pour le reste du continent? Bon, pour le Mali d'abord, puisqu'on est sur le Mali, je pense qu'il faut que les forces vives africaines réfléchissent comment soutenir le Mali. Avec l'isolationnisme programmé du Mali? Non, il faut aller rencontrer les autorités pour dire, écoutez, nous sommes disponibles et disposés à vous accompagner pour lutter contre ce problème de djihadisme. Merci. Et lorsque les djihadistes se rendront compte que le Mali n'est pas seul, mais a le soutien de tout le continent africain, je pense qu'on peut avancer. Et puis pour le continent africain, je pense que les aspirations démocratiques, panafricanistes de tous les peuples d'Afrique, c'est un espoir pour le continent. Lorsque vous voyez certains pays africains qui émergent, qui s'inscrivent dans une dynamique démocratique, puisqu'il y en a quand même. Il suffit de souligner l'île Maurice, de souligner le Sénégal, le Ghana et d'autres également. Et puis le discours et la posture du président de transition au Gabon. Merci beaucoup, voilà. Merci beaucoup Saïd. Malheureusement, le temps qui nous est imparti a décidé autrement, a décidé qu'on arrête. Je rappelle que vous êtes ancien avocat du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, président du parti Redja, PACTEF, et ancien candidat à la présidentielle aux Comores, et aussi 2 fois vous êtes arrivé au 2e tour. Nous continuons à souhaiter bonne année à nos téléspectateurs et bon retour à vous, aux archipels et vos retours. Et nous serons toujours heureux de vous retrouver dans les rues de Paris. Merci. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, n'oubliez pas, nous sommes à plus de 60 000 abonnés aujourd'hui. Nous comptons sur vous pour atteindre 1 million d'abonnés. Alors, n'oubliez pas d'aller visiter notre compte YouTube. Merci encore et bonne année 2025.